économiste de la santé, professeur à l'ESCP, président de l'Institut de santé. Je sais, vous allez me dire, ce n'est pas qu'une question de chiffres, l'assurance, la sécurité sociale. Mais je regarde les chiffres. Déficit de quasiment 18 milliards d'euros cette année. Il devrait être réduit à 6,8% l'an prochain. Je trouve que le gouvernement s'en félicite un peu trop. Mais sauf que quand on regarde les projections pour les années qui suivent, on retombe encore plus largement dans le rouge. On est d'accord, Monsieur Bizard, fondamentalement. Oui, alors, oui, on retourne dans le rouge et il y a un semblant de retour à la normale qui est voulu par le gouvernement et très honnêtement, tous les gouvernements font ça. C'est-à-dire essayent un peu d'habiller les chiffres avec des prévisions les plus optimistes possibles. Oui. Là, on est dans des prévisions très optimistes sur les recettes puisqu'on part sur un point de croissance de PIB en 2023, là où le consensus est plutôt autour, au mieux, entre 0 et 0,5 avec un risque de récession qui est quasiment assuré en Allemagne et en France qui est quand même où on est au bord. Bon. Donc on a une surestimation des recettes. Côté dépenses, si on regarde sur la santé principalement, parce qu'on a une estimation assez précise pour les retraites et pour les autres branches de la Sécu, la problématique elle est sur les retraites. On est extrêmement optimiste dans le sens où on est à 3,6%, là où on prévoit une inflation à 4,3% qui est probablement sous-estimée. Mais quand on regarde l'hôpital, 4,1, on est probablement 1 ou 2 points en deçà. En ville, on est à 2,9% de taux de croissance de prévu. Là où on est très très en deçà, puisqu'on était avant le Covid hors inflation déjà autour de 2,5. Bref, on sous-estime les dépenses probablement de l'ordre de 10 à 15 milliards. Donc on voit bien que de façon assez objective, si les choses se passent conformément à ce qu'on peut s'en attendre, on est plutôt à un déficit de 15 à 20 milliards. Mais ça, c'est de la comptabilité. Or, on sait bien qu'on a un système de santé qui est quand même extrêmement fragilisé dans tous les secteurs. L'hôpital, la ville, l'industrie, la recherche. Si on regarde du côté des produits de santé, on voit qu'aujourd'hui, la NSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, a demandé de contingenter le Doliprane en France. Contingenter le Doliprane en France. Contingenter le Doliprane, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus avoir plus de 2 boîtes dans le Doliprane. Donc là, on voit bien que ça craque véritablement de partout. Mais quand vous dites ça craque, parce que je vous entends, mais en même temps, ça fait... Mais non, mais Frédéric Bizard, ça fait des années que ça tient, que l'assurance maladie fonctionne comme si de rien n'était, que la Sécu fonctionne comme si de rien n'était, qu'elle continue de l'emprunter d'argent tous les ans comme si de rien n'était. Donc, à partir de quel moment ça devient rédhibitoire tout ça, et que ça craque véritablement pour vous ? C'est d'abord... Le signe tangible que ça craque, c'est quoi déjà ? Bon, on voit la crise aux urgences, on voit les déserts médicaux, on voit les ruptures de stock dans les pharmacies. Ça, les Français commencent à le voir, si vous voulez, et commencent à s'en inquiéter très sérieusement. Donc après, il y a une question de prise de conscience collective qu'on ne peut plus... Cet outil du PLFSS est un outil qui est totalement inadapté à la situation. Mais ça, on le sait... Même avant, on le savait avant la crise, la santé nécessite une planification. Vous savez, on a mis des années pour comprendre ça dans l'écologie, dans l'environnement. On a enfin une planification qui a l'air d'être un gros mot, ça fait très soviétique. Mais vous savez, je dis souvent aux libéraux, mais est-ce que vous connaissez une grande entreprise qui ne fait pas de planification ? Enfin, quand vous avez 240 milliards à gérer, 2 millions de personnel à gérer, une industrie extrêmement stratégique à gérer, une recherche extrêmement stratégique, franchement, il faut planifier à plusieurs années. Donc, il faut une loi d'orientation et de programmation sanitaire, comme vous l'avez pour la défense. Donc là, quand vous voyez ce qui est prévu en termes d'économie, alors 1 milliard d'économies sur les remboursements des médicaments, 250 millions sur les labos pharmaceutiques, vous dites on est vraiment dans le bout de ficelle, là, finalement. Non, mais d'abord, on est dans... On est à côté du sujet, quoi. Et vous savez, ce sont vraiment les mauvaises économies. Si vous prenez les 800 millions sur les produits de santé, pour prendre un exemple, pour prendre un autre exemple, alors que vous avez une industrie qui, en fait, est devenue extrêmement inattractive pour les laboratoires étrangers. On est passé 5e mondial. Enfin, les labos le disent, mais je crois que c'est facile à comprendre puisqu'on le voit bien. Encore une fois, le Doliprane, on en est à le contingenter. Allons-y. Mais là, on va aggraver la perte d'attractivité pour les industriels, pour qu'ils investissent, mais tout simplement pour qu'on puisse être livré en matière de médicaments, parce que nous allons passer après les autres pays. Ça veut dire qu'on va réduire les prix. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas rien à faire en matière de maîtrise des dépenses. Il y a énormément à faire, mais il faut le faire de façon ce qu'on appelle l'efficience, c'est-à-dire que pour les labos, il faut développer davantage les génériques, par exemple. C'est pas en essayant de bloquer l'entrée sur le marché des nouvelles molécules qui est une bonne façon de le faire. Développons très largement les génériques. Nous sommes à 40% de génériques en France, contre 80% en Allemagne.